de Louise Hay. Lu par Marie Lenoir. Les grandes lignes de ma philosophie. Nous sommes tous entièrement responsables de chacune de nos expériences. Chacune de nos pensées crée notre avenir. Le pouvoir réside toujours dans le présent. Nous souffrons tous de culpabilité et d'un manque d'amour pour nous-mêmes. Nous pensons tous au fond de nous « je ne suis pas assez bien ». Ce n'est qu'une pensée, et une pensée peut être changée. Le ressentiment, la critique et la culpabilité exercent en nous l'influence la plus négative. Se délivrer du ressentiment vient même à bout du cancer. Si nous nous aimons réellement, tout va bien dans notre vie. Nous devons nous défaire du passé et pardonner à tous. Nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. L'approbation et l'acceptation de soi sont les clés d'un changement positif. Nous créons toutes nos maladies physiques. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait, quoique ma vie évolue constamment. Il n'existe ni début ni fin, mais seulement un cycle éternel de substance et d'expérience. Rien dans la vie n'est statique, car chaque instant se manifeste par sa nouveauté et sa fraîcheur. Je suis un avec la puissance qui m'a créé et m'a donné le pouvoir de créer mes propres expériences. Je me réjouis de savoir que je suis le maître de mon esprit. Chaque instant de la vie est un nouveau départ et nous démarque du passé. Ce moment même est un point de départ pour moi, ici et maintenant. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Première partie. Chapitre 1. Ce que je crois. Les portes de la connaissance et de la sagesse sont toujours ouvertes. La vie est vraiment très simple. Tout ce que nous donnons nous sera rendu. Ce que nous pensons de nous-mêmes deviendra notre réalité. Je suis persuadée que nous sommes tous entièrement responsables de notre vie, du meilleur comme du pire. Chacune de nos pensées pose les jalons de notre avenir. Et toutes nos expériences sont le fruit de nos pensées et sentiments. Nos pensées et nos paroles créent nos expériences. Nous créons nos situations, mais reportons la faute sur d'autres en cas d'insatisfaction. Rien ni personne ne possède le moindre pouvoir sur nous, car nous sommes les seuls à gérer notre pensée. Nous créons nos expériences et notre réalité avec les personnes qu'elle inclut. Si nous parvenons à rendre notre pensée harmonieuse et équilibrée, il en ira de même pour notre vie. Dans laquelle de ces deux phrases vous reconnaissez-vous le plus ? Les autres sont contre moi. Je peux toujours compter sur les autres. Chacune de ces pensées donnera naissance à des expériences différentes. Ce que nous pensons de nous-mêmes et de notre vie deviendra notre vérité. L'univers soutient entièrement chacune de nos pensées et croyances. En d'autres termes, notre inconscient accepte tout ce que nous choisissons de croire. Cela signifie que ce que je pense de moi et de ma vie deviendra ma réalité, et notre choix de pensée est illimité. En partant de ce principe, il devient sensé de choisir « je peux toujours compter sur les autres » plutôt que « les autres sont contre moi ». La puissance universelle ne nous juge ni ne nous critique jamais. Elle nous accepte toujours selon la valeur que nous nous donnons. Puis elle reflète nos croyances dans notre vie.
Si je veux croire à la solitude et que personne ne m'aime, c'est ainsi que je vivrai. En revanche, si je me débarrasse de cette pensée pour affirmer « l'amour est partout, j'aime et je suis digne d'être aimé », et si je me répète souvent cette affirmation en y croyant sincèrement, elle se vérifiera pour moi. Je rencontrerai des personnes pleines d'amour, et celles que je connais déjà en témoigneront davantage. Je serai aussi à même d'exprimer plus facilement mon amour. Nous avons presque tous de fausses images de nous-mêmes, ainsi que de très nombreuses conceptions rigides sur la vie. Je n'accuse personne, car nous faisons tous de notre mieux à chaque instant. Si notre connaissance, notre compréhension et notre conscience étaient plus développées, nous agirions différemment. Ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes. Le simple fait que vous teniez ce livre entre vos mains signifie que vous êtes prêt à améliorer votre vie. Pendant notre enfance, le comportement des adultes qui nous entourent influence notre manière d'appréhender la vie et nous-mêmes. C'est ainsi que nous construisons notre image de nous-mêmes et de ce monde. Si vous avez vécu parmi des personnes malheureuses, anxieuses, pleines de culpabilité ou aigries, vous avez acquis beaucoup de négativité à propos de vous-même et de votre monde. Tout ce que je fais est mal. C'est ma faute. Si je me fâche, c'est que je ne suis pas gentil. Toutes ces croyances ne peuvent engendrer que des frustrations. Devenus adultes, nous avons tendance à reproduire le monde émotionnel de notre enfance. Ce n'est ni bon ni mauvais, ni juste ni faux. C'est seulement ce que nous connaissons le plus intimement. Nous avons aussi tendance à modeler nos relations selon celles que nous avions avec nos parents ou celles qu'ils avaient entre eux. Vous n'avez qu'à songer au nombre de fois où vous avez eu un partenaire ou un patron exactement comme votre père ou votre mère. De même, nous nous traitons comme nos parents nous traitaient. Nous nous grondons, punissons ou aimons de manière identique. On croirait parfois les entendre. Tu ne fais jamais rien correctement. C'est entièrement ta faute. Combien de fois vous êtes-vous accusé ainsi? Tu es merveilleux. Je t'aime. Combien de fois vous l'êtes-vous dit? Toutefois, je ne mettrai pas la faute sur nos parents. Nous sommes tous victimes de victimes. Nos parents ne pouvaient nous enseigner ce qu'ils ignoraient. Si votre mère et votre père ne savaient pas s'aimer eux-mêmes, comment leur aurait-il été possible de vous apprendre à vous aimer? Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient appris dans leur enfance. Si vous désirez mieux comprendre vos parents, amenez-les à parler de leur enfance. Si vous les écoutez avec compassion, vous comprendrez d'où viennent leurs peurs et leurs blocages. Ces êtres qui ont tant fait pour vous étaient aussi angoissés que vous l'êtes. Je suis persuadée que nous choisissons nos parents. Chacun d'entre nous décide de s'incarner sur cette planète à un moment et en un lieu précis. Nous avons choisi de venir ici pour poursuivre notre évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, la couleur de notre peau, notre pays, puis les parents qui correspondent à la structure sur laquelle nous allons travailler dans cette vie. Ensuite, nous les accusons pour la plupart, leur reprochant de nous avoir fait cela. En réalité, nous les avons choisis car ils conviennent parfaitement à notre travail d'évolution. C'est enfant que nous formons nos systèmes de croyances. Puis nous progressons dans la vie en créant des expériences correspondant à nos croyances. Vous n'avez qu'à jeter un regard sur votre passé pour constater combien de fois la même expérience s'est répétée. À vrai dire, je pense que vous n'avez cessé de reproduire ces expériences parce qu'elles reflétaient l'une de vos croyances sur vous-même. Votre pouvoir se trouve toujours dans le moment présent. Tous les événements que vous avez vécus jusqu'à ce jour sont le résultat des pensées et croyances auxquelles vous vous êtes accrochés par le passé. Ils furent créés par les pensées et mots que vous avez utilisés hier, la semaine dernière, il y a un mois, l'an dernier, ou il y a 10, 20, 30 ou 40 ans, selon votre âge. Cependant, cela est votre passé. Il est maintenant révolu. Ce qui importe aujourd'hui,
c'est ce que vous avez choisi de penser, de croire et de dire maintenant. Car ces pensées et ces mots créeront votre avenir. Votre pouvoir réside dans le moment présent et forme les expériences que vous vivrez demain, dans une semaine, un mois, une année, etc. Peut-être êtes-vous conscient de votre pensée en cet instant précis. Est-elle négative ou positive? Désirez-vous qu'elle crée votre avenir? Soyez simplement à l'écoute de vous-même et conscient de votre pensée. Nous avons toujours et uniquement affaire à des pensées, et les pensées peuvent être changées. Quel que soit le problème, nos expériences ne sont que les conséquences extérieures de nos pensées. Même la haine de soi n'est que la haine d'une pensée que l'on a à propos de soi. S'il existe en vous la pensée « je suis mauvais », elle engendre un sentiment qui vous habite. Si vous n'avez pas cette pensée, vous n'avez pas non plus le sentiment correspondant. Et les pensées peuvent être changées. Changez la pensée, et le sentiment disparaît. Cela nous montre seulement d'où nous tirons la majorité de nos croyances. Mais n'utilisons pas cette information comme excuse pour demeurer dans nos problèmes. Le passé n'a aucun pouvoir sur nous, peu importe à quand remontent nos pensées négatives. Le pouvoir existe dans le moment présent. N'est-ce pas merveilleux d'en prendre conscience? Notre liberté peut commencer dès maintenant. Aussi étonnant que cela paraisse, c'est nous qui choisissons nos pensées. Parfois, une pensée nous obsède à tel point que nous n'avons pas l'impression de l'avoir choisie. Pourtant, à l'origine, nous l'avons choisie. Nous pouvons refuser certaines pensées. Combien de fois vous êtes-vous refusé une pensée positive? Vous pouvez donc aussi refuser des pensées négatives. Il me semble que toutes les personnes que je connais ou avec qui j'ai travaillé souffrent d'un certain degré de culpabilité ou d'un manque d'amour de soi. Plus nous nous détestons, et plus nous nous sentons coupables, plus notre vie est difficile. Inversement, plus nous nous estimons, et moins nous nous sentons coupables, plus notre vie s'améliore dans tous les domaines. Le sentiment le plus profond qui habite tous ceux avec qui j'ai travaillé est « je ne suis pas assez bien ». Nous y ajoutons souvent « et je n'en fais pas assez » ou « je suis indigne ». Cela vous ressemble-t-il? Pensez-vous souvent que vous n'êtes pas assez bien? Mais pour qui? Et selon quels critères? Si ce sentiment est fortement ancré en vous, comment pouvez-vous créer une vie gaie, prospère, saine et pleine d'amour? Votre croyance subconsciente majeure ne cesse d'y faire obstacle. La rancune, la critique, la culpabilité et la crainte sont les principales causes de nos problèmes. Ces 4 sentiments engendrent nos grands problèmes physiques et existentiels. Au lieu d'accepter la responsabilité de nos expériences, nous la reportons sur les autres. Si nous nous sentions entièrement responsables de notre vie, nous ne reprocherions rien à personne. Tout ce qui nous arrive n'est que le miroir de notre pensée intérieure. Je ne cherche pas à excuser tous les actes des autres, mais ce sont nos croyances qui attirent à nous des personnes malveillantes. Si vous vous surprenez à penser « tout le monde me critique, me laisse tomber, profite de moi, me trompe », il s'agit de votre structure mentale. Il y a en vous des pensées qui attirent des personnes avec ces comportements. Dès l'instant où vous cessez de penser ainsi, elles iront vers quelqu'un d'autre. Vous ne les attirerez plus. Voici comment se manifestent sur le plan physique ces pensées négatives. La rancune trop longtemps contenue rongera votre corps et provoquera la maladie appelée cancer. L'habitude de critiquer cause souvent de l'arthrite. La culpabilité provoque toujours une recherche de la punition qui, elle, crée des douleurs. Lorsqu'un client vient me trouver en se plaignant de douleurs multiples, je sais qu'elles sont le signe d'une profonde culpabilité. La crainte et la tension qu'elle produit peut donner naissance à des affections telles que calvitie, ulcères ou même douleurs aux pieds. J'ai remarqué que le fait de pardonner et de se libérer de sa rancune
peut même arrêter un cancer. Cela peut sembler simpliste, mais je l'ai constaté. Nous pouvons changer notre attitude envers le passé. Le passé est terminé. Nous ne pouvons plus le changer. Cependant, nous pouvons changer nos pensées à son égard. N'est-il pas ridicule de nous punir aujourd'hui parce qu'autrefois quelqu'un nous a blessés? Je dis souvent à ceux qui gardent une profonde rancœur, débarrassez-vous immédiatement de votre rancœur. C'est encore relativement facile. N'attendez pas d'être sous la menace du bistouri du chirurgien ou sur votre lit de mort, car là, vous serez peut-être aussi aux prises avec la panique. Si nous choisissons d'être des victimes impuissantes dans un monde sans espoir, l'univers nous confirmera dans cette croyance, ce qui entraînera notre perte. Il est vital que nous nous débarrassions de ces pensées stupides, démodées et négatives, car elles nous détruisent. Même notre conception de Dieu doit être celle d'un Dieu qui est pour nous et non contre nous. Pour nous défaire du passé, nous devons avoir le désir de pardonner. Nous devons choisir d'oublier le passé et de pardonner à chacun, y compris nous-mêmes. Il est possible que nous ne désirions ou ne sachions pas pardonner. Mais le simple fait de dire que nous y sommes disposés déclenche le processus de guérison. Il est impératif que, pour notre propre guérison, nous nous débarrassions du passé et pardonnions à tous ceux qui nous ont fait du mal. Je te pardonne de ne pas avoir été comme je le voulais. Je te pardonne et je te rends ta liberté. Cette affirmation nous libère. Toutes les maladies ont pour cause le refus de pardonner. Chaque fois que nous sommes malades, nous devons sonder notre cœur pour voir à qui nous devons accorder notre pardon. Il est dit dans le cours sur les miracles que toutes les maladies proviennent du refus de pardonner et que, chaque fois que nous tombons malades, nous devons chercher autour de nous la personne à qui nous devons pardonner. J'ajouterai encore que la personne à laquelle il vous est le plus difficile de pardonner est celle à qui vous devez le plus rendre sa liberté. Le pardon signifie laisser aller autrui, lâcher la prise que l'on a sur lui. Cela n'a rien à voir avec un comportement laxiste. C'est simplement laisser les choses suivre leur cours. Il n'est pas nécessaire de savoir comment pardonner. Il suffit de le désirer. L'univers se chargera du reste. Nous comprenons si bien notre propre douleur. En revanche, il nous est beaucoup plus difficile de comprendre que les autres, à qui nous devons accorder notre pardon, souffrent aussi. Nous devons nous rendre compte qu'ils ont fait de leur mieux avec le niveau de conscience qui était le leur. Quand quelqu'un vient me voir pour un problème, je n'attache pas d'importance à sa nature. Mauvaise santé, manque d'argent, relations frustrantes ou créativité bloquée. Je ne travaille que sur une chose, l'amour de soi. J'ai constaté que si nous nous aimons et si nous nous acceptons tels que nous sommes, les problèmes disparaissent. Un peu comme si de petits miracles se réalisaient partout. Notre santé s'améliore, nos problèmes d'argent s'arrangent, nos relations s'enrichissent et notre créativité parvient à mieux s'exprimer. Tous ces phénomènes se déclenchent sans le moindre effort apparent. L'amour et l'acceptation de votre personnalité vous donneront un sentiment de sécurité et de confiance qui apaisera votre mental. Il vous sera ainsi plus facile de trouver un travail à votre goût. Vos relations s'amélioreront et vos problèmes de poids, si vous en avez, disparaîtront. Les gens qui aiment leur corps et leur esprit ne nuisent jamais aux autres ni à eux-mêmes. L'acceptation de soi est la clé principale de tous les changements positifs. Je pense que l'amour de soi commence lorsqu'on cesse de se critiquer. La critique nous enferme précisément dans la structure mentale que nous essayons de changer. La tolérance et la gentillesse envers nous-mêmes nous aident à nous en sortir. Souvenez-vous, vous vous critiquez depuis des années et il n'en est rien sorti.
Essayez donc de vous approuver et voyez ce qu'il se passe. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je crois en une puissance qui m'est infiniment supérieure, qui m'habite à chaque instant du jour. Je m'ouvre à la sagesse intérieure, sachant qu'il n'existe qu'une intelligence dans cet univers. De cette intelligence émanent toutes les réponses, toutes les solutions, toutes les guérisons et toutes les nouvelles créations. J'ai confiance en cette puissance et intelligence, car je sais que tout ce que je dois connaître me sera révélé et que tout ce dont j'aurai besoin me sera donné en temps et lieu voulu. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Deuxième partie. Une session avec Louise. Chapitre 2. Quel est le problème? L'introspection est une démarche sûre. Mon corps fonctionne mal. J'ai des douleurs, des saignements, des déchirures, des sueurs, des brûlures, des ballonnements. Je me rouille, je vieillis, je vois mal, j'entends mal, etc. Cela est tout ce que vous avez encore créé pour vous. Je crois avoir tout entendu. Mes relations sont insatisfaisantes. Les gens sont étouffants, absents, exigeants. Ils ne m'aiment pas, ne m'aident pas, me critiquent sans cesse, ne me laissent jamais tranquille, me provoquent, ne veulent pas s'encombrer de moi, profitent de moi, ne m'écoutent jamais, etc. Cela est tout ce que vous avez encore créé pour vous. Je l'ai entendu aussi. J'ai des problèmes d'argent. Je dispose de sommes insignifiantes, je n'ai jamais assez d'argent, il me glisse entre les doigts, mes factures s'accumulent, etc. Cela est tout ce que vous avez encore créé pour vous. Je l'ai entendu aussi. Ma vie est un échec. Je ne fais jamais ce que je voudrais. Je ne sais pas faire plaisir. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je n'ai jamais assez de temps. Personne ne prend en considération mes désirs ni mes besoins. Je n'agis que pour plaire aux autres. Je me laisse marcher dessus. Personne ne se préoccupe de moi. Je n'ai pas de talent. Je ne réussis jamais rien. Je repousse toujours mes obligations. Rien ne marche pour moi, etc. Cela est tout ce que vous avez encore créé pour vous. J'ai tout entendu. Chaque fois que je questionne de nouveaux clients sur leur vie, je reçois une ou plusieurs des réponses ci-dessus. Ils pensent connaître leurs problèmes, mais je sais que leurs plaintes ne sont que les conséquences extérieures de leurs pensées. Sous ces pensées se trouve une structure mentale encore plus profondément enfouie, plus fondamentale, qui est à la source de tous ces effets extérieurs. Je note les mots qu'ils utilisent pour répondre à mes questions de base. Que se passe-t-il dans votre vie? Comment vous portez-vous? Comment gagnez-vous votre vie? Aimez-vous votre travail? Quelle est votre situation financière? Comment va votre vie affective? Comment s'est terminée votre dernière relation amoureuse? Et la précédente? Parlez-moi brièvement de votre enfance. J'observe leur posture et leurs expressions. Et je porte surtout mon attention sur les mots qu'ils utilisent. Les pensées et les mots créent notre avenir. En les écoutant, je sais déjà pourquoi ils ont tel ou tel problème. Les mots que nous utilisons sont révélateurs de nos pensées. Parfois, ils ne correspondent pas aux expériences décrites. Soit la personne n'est pas en contact avec sa réalité, soit elle me ment. Mais dans les deux cas, nous avons un point de départ, une base pour commencer notre travail. Exercice, je devrais. Ensuite, je leur donne un stylo et du papier et leur demande d'écrire en haut de la page « Je devrais ».
Ils sont invités à compléter cette phrase de 5 ou 6 manières différentes. Certains ont de la peine à commencer. En revanche, d'autres ont tant de choses à écrire qu'il leur est difficile de s'arrêter. Puis je leur demande de me lire ce qu'ils ont écrit en commençant chaque phrase par « je devrais ». À la fin de chacune, je leur demande « pourquoi ?» Leurs réponses sont toujours intéressantes et révélatrices, comme par exemple « ma mère dit que je le devrais ». Parce que j'ai peur si je ne le fais pas. Parce que je dois être parfait. Eh bien, parce que tout le monde agit ainsi. Parce que je suis trop paresseux, trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, trop bête, trop laid, trop indigne. Ces réponses m'indiquent où ils sont bloqués par leurs croyances et ce qu'ils estiment être leurs limites. Je ne commente pas leurs réponses. Quand ils ont terminé leur énumération, je leur parle du mot « devrait ». Je suis persuadée que c'est l'un des mots les plus pernicieux de notre langage. Chaque fois que nous l'utilisons, nous impliquons en fait la notion de tort. Soit nous avons tort, soit nous avons eu tort, soit nous allons avoir tort. Je pense que nous pouvons nous passer de ce sentiment. Nous avons besoin d'une plus grande liberté de choix. Parfois, j'aimerais supprimer le mot « devrait » pour toujours. Je le remplacerai par « pourrait », qui nous offre un choix et ne nous met jamais en faute. Je leur demande ensuite de relire leur liste, phrase après phrase, mais en commençant cette fois par « si vraiment je voulais, je pourrais ». C'est un tout autre éclairage sur le sujet. Pendant qu'ils relisent, je leur demande gentiment « mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Maintenant, les réponses sont différentes. Je ne veux pas. J'ai peur. Je ne sais pas comment. Parce que je ne suis pas assez bon, etc. Nous découvrons souvent qu'ils se sont harcelés pendant des années pour quelque chose qu'ils n'ont en fait jamais voulu. Ou alors, ils se sont critiqués pour n'avoir pas fait quelque chose qui n'était même pas leur idée au départ. Souvent, on leur avait dit de le faire. Lorsqu'ils en prennent conscience, il leur est facile de rayer la chose en question de la liste « je devrais ». Quel soulagement! Il n'y a qu'à regarder tous ceux qui se contraignent pendant des années à pratiquer un métier sans l'aimer, simplement parce que leurs parents leur ont dit de devenir dentiste ou professeur. Ne nous sommes-nous pas souvent sentis infériorisés en entendant dire que nous devrions être plus riches, plus intelligents ou plus créatifs, comme telle ou telle personne de notre famille? Que pourriez-vous supprimer avec soulagement de votre liste « je devrais » ? En arrivant au bas de cette petite liste, mes clients commencent à regarder leur vie sous un autre angle. Ils remarquent que beaucoup de choses ne leur ont jamais tenu à cœur, qu'en réalité, ils ne cherchaient qu'à plaire à d'autres. Il arrive aussi très souvent qu'ils éprouvent de la crainte ou qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Le problème se présente maintenant sous un autre aspect. J'ai déclenché en eux le processus qui leur permet de se défaire de leur sentiment de culpabilité dû à l'impression de ne pas répondre aux attentes des autres. Puis, je leur explique ma philosophie de la vie, comme je l'ai fait dans le premier chapitre. Je crois que la vie est très simple. Ce que nous donnons nous est rendu. L'univers nous confirme dans tout ce que nous choisissons de penser et de croire. Quand nous sommes enfants, nous apprenons à nous connaître et à connaître la vie par les réactions des adultes qui nous entourent. Quelles que soient ces croyances, elles se recréeront ultérieurement sous la forme de nos expériences. Cependant, il ne s'agit que de structures de pensée, et le pouvoir réside toujours dans l'instant présent. Les changements peuvent s'opérer dès maintenant. L'amour de soi. Je continue en expliquant à mes patients que quel que soit le problème, je travaille toujours sur la même chose avec tout le monde. L'amour de soi. L'amour est le remède miracle. Notre amour de nous-mêmes fait des miracles dans notre vie.
Je ne parle pas de vanité ni d'arrogance qui ne sont pas de l'amour, mais seulement de la peur. J'entends ici le respect que l'on a pour soi-même et la reconnaissance que nous inspire le miracle d'avoir un corps et un esprit. Pour moi, l'amour est ce sentiment d'appréciation qui nous remplit d'une joie débordante. L'amour peut se porter sur tout. Je peux ressentir de l'amour pour la vie en elle-même, la joie d'être en vie, ce que je vois de beau, une autre personne, la connaissance, les mécanismes de la pensée, notre corps et son fonctionnement, les animaux, les oiseaux, les poissons, le règne végétal, l'univers et la manière dont il est organisé. Qu'auriez-vous à ajouter à cette liste? Voyons maintenant certaines de nos manières de ne pas nous aimer. Nous nous réprimandons et critiquons sans cesse. Nous maltraitons notre corps par une nourriture inadéquate, de l'alcool, des médicaments. Nous choisissons de penser que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Nous n'osons pas faire payer nos services au juste prix. Nous engendrons maladie et douleur dans notre corps. Nous négligeons ce qui pourrait nous être bénéfique. Nous vivons dans le chaos et le désordre. Nous nous couvrons de dettes et de charges. Nous attirons des personnes qui nous dévalorisent. Dans lesquels de ces points vous reconnaissez-vous? Le fait de refuser ce qui est bien pour nous signifie que nous ne nous aimons pas. Je me souviens d'une de mes clientes qui avait des problèmes de vue. Un jour, je l'ai débarrassée d'une crainte qui datait de son enfance. Le jour suivant, elle constata qu'elle ne supportait plus ses lentilles de contact. En regardant autour d'elle, elle s'aperçut qu'elle avait retrouvé une vue parfaite. Pourtant, durant toute la journée, elle se répéta « Je n'y crois pas, je n'y crois pas ». Le lendemain, elle dut remettre ses lentilles. Notre inconscient n'a pas le sens de l'humour. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était créée une vue parfaite. Le fait de se sous-estimer est une autre manifestation du manque d'amour de soi. Tom était un artiste doué et de riches clients lui demandaient de décorer leur maison. Pourtant, les prix qu'il leur demandait ne couvraient jamais le temps et l'énergie qu'il passait à travailler pour eux. Ceux qui proposent un service ou créent un produit unique ont le droit de fixer leur prix à leur guise. Les riches aiment payer cher. Cela valorise ce qu'ils achètent. Voici d'autres exemples. Notre partenaire est fatigué et grincheux. Nous nous demandons quelle faute nous avons commise. Il nous invite dehors une fois ou deux, puis ne nous rappelle plus. Nous nous demandons ce que nous lui avons fait. Notre mariage est un échec. Nous en déduisons que nous ne valons rien. Nous n'osons pas demander une augmentation de salaire. Notre corps ne correspond pas aux photos montrées dans les magazines, nous en faisons un complexe. Un contrat nous échappe et nous sommes sûrs que nous ne sommes pas à la hauteur. L'intimité nous effraie et nous choisissons donc une sexualité sans vraie relation de personne à personne. Nous sommes incapables de prendre des décisions car nous sommes persuadés qu'elles seront mauvaises. Et vous, de quelle manière vous sous-estimez-vous? Les bébés sont parfaits. Vous étiez parfait quand vous étiez bébé. Les bébés n'ont rien à faire pour devenir parfaits. Ils le sont déjà et ils se comportent comme s'ils le savaient. Ils savent qu'ils sont le centre de l'univers. Ils ne craignent pas de demander ce qu'ils veulent. Ils expriment leurs émotions librement. Quand un bébé est fâché, vous ne pouvez l'ignorer. Vos voisins non plus. Vous savez aussi quand ils sont heureux car leur sourire illumine toute la pièce. Ils sont pleins d'amour. Les nourrissons meurent s'ils ne reçoivent pas d'amour. En grandissant, nous apprenons à vivre sans amour, ce que les bébés ne sauraient supporter. Les bébés aiment aussi chaque partie de leur corps, même leurs excréments.
Il possède un courage incroyable. Vous étiez ainsi. Nous étions tous ainsi. Puis nous avons commencé à écouter les adultes autour de nous, qui avaient appris à craindre, et nous avons peu à peu nié notre magnificence. Je ne crois jamais mes clients lorsqu'ils essaient de me convaincre qu'ils sont abominables ou indignes d'être aimés. Mon travail consiste à les faire remonter jusqu'au temps où ils savaient s'aimer. Exercice. Miroir. Pour l'exercice suivant, je demande à la personne de prendre un miroir, de se regarder dans les yeux et de dire son nom suivi de « Je t'aime et t'accepte exactement tel que tu es ». Cet exercice est très difficile pour la plupart des gens. Il est rare qu'ils s'y soumettent calmement, encore plus avec plaisir. Certains pleurent ou sont au bord des larmes. D'autres se fâchent, d'autres minimisent leurs qualités, et certains soutiennent même qu'ils ne peuvent le faire. Un homme a été jusqu'à jeter le miroir à travers la pièce et à vouloir s'en aller. Il lui a fallu plusieurs mois, rien que pour commencer à établir une relation avec lui-même dans le miroir. Pendant des années, je n'ai regardé un miroir que pour critiquer ce que j'y voyais. Je souris en repensant aux heures que j'ai passées à m'épiler les sourcils pour me rendre un minimum présentable. Je me rappelle que j'avais peur de me regarder dans les yeux. Ce simple exercice est très révélateur. En moins d'une heure, il me permet de détecter les nœuds profonds du problème extérieur. Si nous nous bornons à travailler au niveau de ce problème extérieur, nous perdons notre temps sur des détails. Et dès que nous croyons l'avoir réglé, il refait surface ailleurs. Le problème est rarement le véritable problème. Elle se souciait terriblement de son aspect et surtout de ses dents. Elle courait de dentiste en dentiste pour un résultat qui lui semblait toujours pire. Elle se fit refaire le nez et ce ne fut pas une réussite. Chaque praticien lui renvoyait comme un miroir sa conviction d'être laide. Son problème n'était pas son aspect, mais résidait dans le fait qu'elle en était mécontente. Une autre femme souffrait d'une haleine fétide qui tenait son entourage à distance. Elle étudiait la théologie et affichait l'attitude d'une personne pieuse, toute spirituelle. Mais sous cette apparence couvaient une colère et une jalousie qui explosaient chaque fois qu'elle se sentait menacée par quelqu'un. Son haleine exprimait ses pensées intérieures et elle était agressive même quand elle jouait la gentillesse. À vrai dire, personne ne la menaçait, sinon elle. Il n'avait que 15 ans quand sa mère l'amena chez moi. Il souffrait de la maladie de Hodgkin et n'avait plus que 3 mois à vivre. Sa mère était hystérique, ce qui peut se comprendre, mais rendait difficiles les rapports avec elle. En revanche, le garçon était intelligent et il voulait vivre. Il accomplissait de bon gré tout ce que je lui demandais, même s'agissant de changer sa manière de penser et de parler. Ses parents étant séparés et se disputant sans cesse, il avait une existence instable. Il voulait à tout prix devenir acteur. Sa course à la célébrité et à la fortune étouffait sa capacité de bonheur. Il lui fallait la gloire pour s'accepter et se juger valable. Je lui ai enseigné à s'aimer et à s'accepter. Il alla beaucoup mieux. Il est maintenant adulte et se produit régulièrement à Broadway. En apprenant la joie d'être lui-même, il trouve de plus en plus de rôles. L'embonpoint est un autre bon exemple de la façon dont nous pouvons perdre beaucoup d'énergie à essayer de résoudre un faux problème. Les gens se battent souvent pendant des années pour maigrir, en vain. Ils attribuent tous leurs problèmes à leur excès de poids. En fait, celui-ci n'est que la manifestation extérieure d'un problème bien plus profond. Selon moi, il s'agit toujours de la peur et d'un besoin de protection. Si nous vivons dans la crainte de l'insécurité,
ou que nous ne nous trouvons pas à la hauteur, nous aurons tendance à prendre des kilos superflus comme protection. Nous passerons notre temps à nous reprocher notre poids, à nous culpabiliser à chaque bouchée, en pure perte. 20 ans plus tard, nous serons probablement dans la même situation, car nous n'aurons pas attaqué le vrai problème. Nous n'aurons réussi qu'à renforcer nos sentiments de peur et d'insécurité qui nous poussent à prendre du poids pour nous protéger. C'est pourquoi je refuse d'axer mon traitement sur les kilos superflus ou les régimes. Les régimes sont inefficaces. Le seul qui donne des résultats est un régime mental qui consiste à supprimer les pensées négatives. Je dis à mes clients, laissons ce problème de côté et abordons d'autres choses pour commencer. Souvent, ils me disent ne pas pouvoir s'aimer car ils sont trop gros. Je leur explique qu'ils sont trop gros parce qu'ils ne s'aiment pas. Dès que nous commençons à nous aimer et à nous estimer, les kilos s'envolent comme par enchantement. Certains clients vont jusqu'à se fâcher quand je leur explique combien il est facile de changer sa vie. Ils ont l'impression que je ne comprends pas leurs problèmes. Une dame s'est énervée et m'a dit « Je suis venue chercher de l'aide pour ma dissertation, pas pour apprendre à m'aimer. » Il m'était évident que son principal problème était de se détester, ce qui retentissait sur toute sa vie, y compris sa dissertation. Elle ne pouvait rien réussir tant qu'elle se dénigrait à ce point. Elle ne voulut pas m'entendre et sortit en larmes, mais revint une année plus tard avec le même problème et bien d'autres encore. Certaines personnes ne sont pas prêtes. Il n'y a pas à les juger. Tous, nous nous ouvrons à nos changements quand et où il nous convient. En ce qui me concerne, j'ai dû attendre la quarantaine pour changer. Le véritable problème. Voici donc un client qui vient de se regarder dans le petit miroir inoffensif. Il est tout bouleversé. Je souris, ravi, et lui dis « Bien, maintenant nous allons aborder le vrai problème. Maintenant, nous pouvons voir ce qui fait obstacle. » Je continue à parler de l'amour de soi, en insistant sur l'importance de ne jamais se critiquer, ni se dévaloriser en aucune circonstance. J'observe la réaction des gens quand je leur demande s'ils se critiquent. Ainsi, j'apprends beaucoup. Mais évidemment, je me critique. Tout le temps. Moins qu'auparavant. Comment pourrais-je changer si je ne me critiquais pas? Tout le monde n'en fait-il pas autant? À la dernière question, je rétorque. Il ne s'agit pas de tout le monde, mais de vous. Pourquoi vous critiquez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je rédige une liste tout en les écoutant. Ce qu'ils disent coïncide souvent avec leur liste de « je devrais ». Ils se sentent trop grands, trop petits, trop gros, trop maigres, trop bêtes, trop vieux, trop jeunes, trop laids, même les plus beaux. Ou ils sont trop en retard, trop en avance, trop paresseux, et ainsi de suite. Trop est leur leitmotiv. Finalement, en touchant le fond du problème, ils diront « je ne suis pas assez bien ». Hurrah! Nous avons enfin découvert le nœud du problème. Ils se critiquent parce qu'ils ont appris à croire qu'ils ne sont pas assez bien. Ces clients sont toujours étonnés de la rapidité avec laquelle nous arrivons à cette déduction. Maintenant, nous pouvons laisser de côté les effets secondaires comme les problèmes corporels, relationnels, financiers ou le manque de créativité. Nous pouvons investir toute notre énergie dans l'élimination de la cause première, le manque d'amour de soi. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je suis toujours guidée et protégée par une force divine. Je peux regarder en moi en toute sécurité. Je peux regarder mon passé en toute sécurité. Je peux élargir ma vision de la vie en toute sécurité. Je suis beaucoup plus que ma personnalité, présente, passée ou à venir. Je choisis maintenant de dépasser mes problèmes personnels
afin de reconnaître la magnificence de mon être. Je suis totalement désireux de m'aimer. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 3. D'où vient ce problème? Le passé n'a pas de prise sur moi. Arrivés à ce point, nous avons considéré un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de nous débarrasser de ce que nous croyions être le problème. Maintenant, nous nous trouvons face à ce qui me semble être le véritable problème. Nous pensons que nous ne valons rien et nous ne nous aimons pas. S'il y a un problème, c'est à cause de cette croyance. D'où vient-elle? Comment sommes-nous passés de l'état de bébé qui connaît sa perfection et celle de la vie, à celui d'une personne rongée de problèmes et qui se considère comme méprisable et indigne d'amour? Les gens qui s'aiment déjà peuvent s'aimer encore plus. Imaginez une rose encore en bouton. Elle va éclore et demeurer parfaitement belle tout au long des modifications qu'elle subira jusqu'à la chute de son dernier pétale. Il en va de même pour nous. Nous sommes toujours parfaits, toujours magnifiques et toujours changeants. Nous faisons de notre mieux avec la connaissance et la conscience qui sont les nôtres, mais en les élargissant, nous modifierons notre manière d'agir. Le nettoyage mental. Il nous faut maintenant sonder davantage notre passé afin de voir les croyances qui nous ont guidés. Certaines personnes trouvent pénible cet aspect du processus, alors qu'il ne l'est pas nécessairement. Nous devons simplement repérer ce dont nous allons nous débarrasser. Lorsque vous voulez nettoyer une chambre à fond, vous passez en revue tout ce qu'elle contient. Vous époustez ou faites briller certains objets pour leur donner une nouvelle beauté, tandis que vous en mettez d'autres de côté car ils ont besoin d'une réparation. Il y a aussi certaines choses dont vous n'avez plus besoin, et le moment est venu de vous en débarrasser. C'est donc très calmement que vous jetez vos vieux journaux et magazines. Il n'est pas nécessaire de s'énerver pour nettoyer une chambre. Notre nettoyage mental doit s'opérer de la même manière. À quoi bon nous énerver lorsque nous devons nous défaire de certaines de nos croyances? Débarrassez-vous-en aussi facilement que si vous jetiez des déchets à la poubelle. Iriez-vous fouiller dans les détritus d'hier pour préparer votre repas d'aujourd'hui? Utilisez-vous votre vieux bric-à-brac mental pour créer vos expériences à venir? Si une croyance ou une pensée ne vous est d'aucune utilité, débarrassez-vous-en. Il n'existe aucune loi stipulant que vous deviez continuer à croire ce que vous croyiez autrefois. Regardons maintenant quelques croyances limitatives que l'on m'a exprimées et voyons d'où elles proviennent. Pensée limitative, je ne vaux rien. Provenance. Un père qui n'a cessé de répéter à cet homme qu'il était stupide. Il disait vouloir réussir dans la vie afin que son père soit fier de lui. Mais, harcelé par la culpabilité qui l'emplissait de rancune, il allait d'échec en échec. Son père finançait tous ses projets, qui tournaient court les uns après les autres. En fait, il se vengeait au moyen de ses échecs. Il faisait payer et repayer son père, mais c'était lui le vrai perdant. Pensée limitative, absence d'amour pour soi. Provenance. Le besoin de cette femme de gagner l'approbation de son père. Elle ne voulait en aucun cas ressembler à son père. Ils n'étaient jamais d'accord et se disputaient sans cesse. En fait, elle recherchait son approbation à tout prix, mais ne recevait que des critiques. Elle souffrait partout dans son corps. Son père présentait les mêmes douleurs. Elle ne se rendait pas compte que sa colère créait ces douleurs, exactement comme son père créait les siennes par sa propre colère. Pensée limitative, la vie n'est que danger. Provenance, un père craintif. Cette cliente-là trouvait la vie dure et menaçante. Elle riait très peu, et si elle s'y risquait, elle craignait qu'un malheur n'arrive.
On lui avait répété tout au long de son enfance « Ne ris pas, car il pourrait te le faire regretter ». Pensée limitative « Je ne vaux rien ». Provenance « Cet homme avait été abandonné et ignoré ». Il ne parlait pas volontiers. Il s'était réfugié dans le silence. Il venait d'en finir avec les drogues et l'alcool. Il était convaincu d'être foncièrement mauvais. J'appris que sa mère était morte quand il était très jeune et qu'il avait été élevé par une tante. Cette dernière ne lui parlait que pour lui donner des ordres. Sa jeunesse fut marquée par le silence. Il mangeait seul, passait ses journées en solitaire dans sa chambre. Il eut une aventure avec un homme aussi silencieux que lui. Leur relation était caractérisée par le silence. Il se retrouva seul quand cet homme mourut. Exercice. Message négatif. L'exercice suivant consiste à noter sur une feuille tous les défauts que vos parents vous reprochaient. Quel message négatif entendiez-vous? Essayez de vous rappeler le plus grand nombre. Une demi-heure devrait suffire. Que disait-il à propos de l'argent? Que disait-il de votre corps? Que disait-il de l'amour et des relations humaines? Que disait-il de votre créativité? Quels propos négatifs ou limitatifs vous tenait-il? Si vous y parvenez, posez sur toutes ces questions un regard objectif en vous disant « Voilà donc l'origine de mes pensées négatives ». Prenons maintenant une autre feuille et approfondissons. Quels autres messages négatifs avez-vous entendus dans votre enfance? De votre parenté, de vos maîtres d'école, de vos amis, des représentants de l'autorité, de votre Église. Écrivez-les tous en prenant votre temps. Prenez conscience des sentiments qu'ils éveillent en vous. Sur ces deux feuilles se trouvent les pensées dont il vous faut débarrasser votre conscience, car elles vous amènent à croire que vous ne valez rien. L'enfant que vous étiez. Si nous placions au milieu de la pièce un enfant de 3 ans et que nous commencions à le gronder, à lui dire qu'il est stupide, qu'il ne fait rien de bien, qu'il devrait faire ceci mais pas cela, et qu'il devrait avoir honte de son désordre, si nous le frappions en plus, nous obtiendrions un enfant affolé, qui réagirait soit par la résignation docile, soit par la rage. Il évoluerait dans l'une ou l'autre de ces voies, mais nous ne connaîtrions jamais son potentiel. Si nous disions au même enfant que nous l'aimons, qu'il compte infiniment pour nous, que nous le trouvons beau, intelligent, que nous apprécions ce qu'il fait, que ses erreurs lui servent de leçon, et que nous sommes toujours là pour le soutenir, il nous révélera un potentiel qui nous stupéfiera. Chacun de nous porte en lui cet enfant de 3 ans, et il est la cible de nos réprimandes. Devons-nous donc nous étonner de vivre si mal? Si vous aviez un ami qui vous critique sans cesse, rechercheriez-vous sa compagnie? Il est malheureusement possible que l'on vous ait traité ainsi dans votre enfance, mais le passé est le passé. Si vous choisissez maintenant de continuer à vous traiter de la même manière, c'est encore plus triste. Nous détenons à présent la liste des messages négatifs que nous avons reçus dans notre enfance. En quoi cette liste correspond-elle aux défauts que vous vous attribuez maintenant? Sont-ils presque tous les mêmes? Oui, vraisemblablement. Nous posons les bases de notre vie selon les premiers messages que nous avons reçus. Nous sommes tous de gentils petits-enfants obéissants, acceptant ce qu'ils nous disent être la réalité. En vouloir à nos parents et nous considérer comme des victimes pour le reste de notre vie constitue la voie de la facilité, mais ce n'est pas très drôle et ne nous permet pas d'évoluer. Accusez votre famille. Pour perpétuer un problème, rien de plus sûr que le reproche. Porter la faute sur les autres revient à nier son propre pouvoir, alors que la prise de conscience permet de dépasser le problème et de contrôler l'avenir. Le passé ne peut être modifié. En revanche, l'avenir prendra la forme de nos pensées actuelles. Pour notre liberté, il est impératif que nous comprenions que nos parents
ont fait leur possible avec le niveau de conscience et de connaissance dont ils disposaient. Chaque fois que nous blâmons quelqu'un d'autre, nous refusons la responsabilité qui nous incombe. Toutes ces personnes qui nous ont fait tant de mal étaient aussi affolées et désorientées que vous l'êtes. Elles se sentaient tout aussi impuissantes. Elles ne pouvaient vous enseigner que ce qu'elles avaient appris. Que savez-vous de l'enfance de vos parents, notamment de leurs 10 premières années? Essayez de vous renseigner si cela est encore possible. Au cas où vous y parviendrez, vous comprendrez mieux leurs actions. Cette compréhension amènera votre compassion. S'il ne vous est pas possible d'obtenir ces renseignements, essayez d'imaginer ce qu'ils ont vécu. Quel genre d'enfance est susceptible de donner des adultes comme eux? Vous avez besoin de cette connaissance pour votre propre liberté. Vous ne serez pas libre tant que vous ne les aurez pas libérés. Vous ne pourrez pas vous pardonner tant que vous ne leur aurez pas pardonné. Si vous exigez d'eux la perfection, vous l'exigerez aussi de vous. Vous serez malheureux toute votre vie. Le choix de nos parents. Je suis d'accord avec la théorie selon laquelle nous choisissons nos parents. Les leçons que nous apprenons semblent correspondre parfaitement à leurs faiblesses. Je nous crois tous en route pour un voyage sans fin à travers l'éternité. Nous nous incarnons sur cette planète pour y apprendre les leçons nécessaires à notre évolution spirituelle. Nous choisissons notre sexe, notre race, notre pays, puis nous recherchons le couple qui correspondra à nos structures. Notre passage sur cette planète ressemble un peu au chemin de l'écolier. Si vous voulez devenir mécanicien, vous suivrez une école de mécanique. Si vous désirez devenir esthéticienne, vous vous inscrirez dans une école d'esthéticienne. Si vous aspirez à la carrière d'avocat, vous entrerez en faculté de droit. Les parents que vous avez choisis maintenant représentent les experts en ce que vous avez besoin d'apprendre. En devenant adulte, nous avons tendance à les blâmer. « Vous m'avez fait cela !» Mais je demeure persuadée que nous les avons choisis. À l'écoute des autres. Enfants, nous considérions nos frères et sœurs aînés comme des dieux. S'ils étaient malheureux, ils nous en faisaient probablement supporter les conséquences dans les mots ou dans les actes. Ils nous ont peut-être dit « Je te dénoncerai », augmentant notre culpabilité. « Tu n'es qu'un bébé, tu ne peux pas faire cela. Tu es trop bête pour jouer avec nous. » Nos professeurs exercent souvent aussi beaucoup d'influence. J'en ai eu un qui m'a dit que j'étais trop grande pour devenir danseuse. Je l'ai cru et ai abandonné cette ambition jusqu'à ce que je devienne trop âgée pour commencer une carrière. Aviez-vous conscience que les tests et examens que vous subissiez n'étaient destinés qu'à mesurer vos connaissances à un certain moment? Ou pensiez-vous qu'ils mesuraient votre propre valeur? Nos premiers amis partagent avec nous les idées erronées qu'ils ont de la vie. Nos camarades de classe peuvent nous taquiner et nous blesser pour longtemps. Nous n'avons qu'à songer à certains surnoms qui sont parfois tellement humiliants. Nous subissons aussi l'influence de nos voisins, non seulement à cause de leurs remarques, mais aussi parce qu'on nous dit « Que vont penser les voisins ?» Essayez de vous souvenir des autres personnes qui ont marqué votre enfance. Et bien sûr, il y a la très forte influence de la publicité à la télévision ou dans les journaux. Songez simplement à toutes ces marques qui essaient de nous persuader que nous ne vaudrons rien tant que nous n'utiliserons pas leurs produits. Nous sommes tous ici pour dépasser nos limites de départ, quelles qu'elles soient. Nous sommes ici pour reconnaître notre magnificence et le divin en nous, quoi qu'il nous ait dit. Vous devez vaincre vos pensées négatives, comme moi, je dois vaincre les miennes. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Le passé n'a pas de prise sur moi, car je suis décidée à apprendre et à changer. Je considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Je suis décidée à commencer dès maintenant mon nettoyage mental, peu importe par où je débute. C'est pourquoi je commencerai par ce qui m'est le plus facile. Ainsi, je pourrai obtenir rapidement des résultats. Cette aventure me passionne, car je sais qu'elle est unique
Je suis décidée à gagner ma liberté. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 4. Est-ce vrai? La vérité est ce qui en moi est immuable. Il y a 2 réponses à la question: est-ce vrai et bien réel? Oui et non. De vous dépendra la réponse, selon ce que vous voudrez croire. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépend de votre point de vue. Nous pouvons choisir de croire des millions et des millions de pensées. Pour la plupart, nous choisissons de penser comme nos parents. Mais rien ne nous y oblige. Nulle loi ne nous contraint à ne penser que d'une seule manière. Tout ce que je choisis de croire deviendra ma réalité. Tout ce que vous choisissez de croire deviendra votre réalité. Nos pensées peuvent être diamétralement opposées, tout comme notre vie et nos expériences. Examinez vos pensées. Tout ce que nous croyons deviendra notre réalité. Si vous rencontrez soudainement des difficultés d'argent, c'est qu'à un certain niveau, vous ne croyez pas mériter l'aisance financière, ou alors que vous croyez aux charges et aux dettes, ou encore vous croyez que rien de bon ne dure jamais, que la vie cherche à vous avoir, ou, comme je l'entends si souvent, je ne réussis jamais rien. Si vous avez du mal à nouer des relations, vous croyez sans doute personne ne m'aime, ou je ne suis pas digne d'être aimé. Peut-être craignez-vous d'être dominé, comme c'était le cas pour votre mère, ou peut-être pensez-vous les gens me veulent toujours du mal. Si vous n'avez pas de santé, vous croyez probablement nous ne sommes pas solides dans la famille, ou vous vous croyez victime du temps, ou alors vous pensez je suis né pour souffrir, ou les problèmes se suivent sans répit. Votre croyance est peut-être encore différente. Vous n'en avez peut-être même pas conscience, ce qui est le cas pour la plupart des gens. Ils n'en voient que les effets extérieurs. Et tant que personne ne vous montrera la relation entre les éléments extérieurs et vos pensées intérieures, vous vivrez en victime. Par exemple, vous avez des problèmes financiers. Votre croyance est « je ne suis pas digne d'avoir de l'argent ». Un autre problème, vous n'avez pas d'amis. Votre croyance est « personne ne m'aime ». Vous avez des problèmes professionnels. Votre croyance est « je ne suis pas assez intelligent ». Votre problème est « toujours vouloir plaire aux autres ». Votre croyance est « je ne fais jamais ce que je veux ». Quel que soit le problème, il provient d'un schéma de pensée, et les schémas de pensée peuvent être changés. Si difficile que soit le problème avec lequel nous nous débattons, il n'est que le résultat extérieur ou l'effet d'un schéma intérieur de pensée. Si vous ignorez quelles sont les pensées qui engendrent vos problèmes, vous avez frappé à la bonne porte, car le propos de ce livre est de vous aider à les trouver. Examinez les problèmes que vous rencontrez dans la vie. Demandez-vous, quelles sont mes pensées qui en sont à la source? Si vous vous posez calmement la question, votre intelligence intérieure vous apportera la réponse. Ce n'est qu'une croyance héritée de votre enfance. Certaines de nos croyances sont positives et constructives. Elles nous sont utiles tout au long de notre vie. Par exemple, regarde des 2 côtés avant de traverser la route. D'autres pensées nous sont utiles au début, mais deviennent inappropriées par la suite. Ne te fie pas aux personnes que tu ne connais pas est un bon conseil pour un petit enfant, mais pour un adulte, perpétuer cette pensée ne peut qu'entraîner solitude et isolement. Pourquoi nous demandons-nous si rarement « cela est-il bien vrai ?» Par exemple, pourquoi acceptons-nous des idées telles que « j'ai de la peine à apprendre » ? Est-ce vrai pour moi maintenant ? D'où vient cette croyance ? Est-ce que je ne la traîne pas depuis qu'un maître d'école primaire m'en a rebattu les oreilles ? N'aurais-je pas intérêt à abandonner cette conviction ?
Des principes tels que les garçons ne pleurent pas ou les filles ne grimpent pas sur les arbres font que les hommes cachent leurs sentiments et que les femmes craignent de nombreuses activités physiques. Si dans notre enfance on nous a dit que le monde est plein de dangers, nous accepterons tout ce qui semble confirmer cette pensée. Avec la croyance opposée, nous pourrions facilement accepter que l'amour est partout, que les autres sont gentils et que je peux toujours trouver ce dont j'ai besoin. Si l'on vous a appris à penser pendant votre enfance, c'est toujours ma faute. Vous serez poursuivi par un sentiment de culpabilité en toutes circonstances. Votre pensée fera de vous quelqu'un qui dira constamment « Excusez-moi ». Si vous avez appris, étant enfant, « Je ne compte pas », vous vous mettrez toujours en fin de liste. C'est pourquoi les gâteaux me passaient toujours sous le nez quand j'étais enfant. Vous irez peut-être jusqu'à vous sentir invisible si l'on ne fait pas attention à vous. Les circonstances de votre enfance vous ont-elles poussé à croire « Personne ne m'aime » ? Dans l'affirmative, vous vivez probablement très seul ou vos relations ont tendance à ne pas durer. A-t-on souvent répété dans votre famille « Il n'y en a pas assez » ? Si oui, je suis persuadée que vous avez toujours l'impression d'être face à une armoire vide ou que vous disposez du strict minimum ou que vous avez des dettes. J'ai eu un client dont la famille avait pour principe que tout allait mal et ne pouvait qu'empirer. Le tennis était pour lui la plus grande joie, jusqu'au jour où il se blessa au genou. Il se rendit chez tous les médecins en vain. Finalement, il ne put plus jouer du tout. Un autre de mes patients, le fils d'un pasteur, avait reçu comme principe d'éducation que les autres passent toujours avant. Aujourd'hui, il est entièrement dévoué aux autres, mais en ce qui le concerne, il a toujours de la peine à joindre les deux bouts. Sa croyance persévère à le mettre en queue de liste. Tout ce que vous croyez vous paraît vrai. Combien de fois avons-nous dit « je suis ainsi » ou « la vie est ainsi ». En fait, ces mots ne font que refléter ce que nous croyons être vrai. Et ce que nous croyons provient en général d'opinions de notre entourage que nous avons intégrées à notre système de croyances. Faites-vous partie de ces gens qui, en se levant le matin et en voyant qu'il pleut, s'exclament « Ah, quelle horrible journée !» Ce n'est pas une horrible journée. Il pleut, c'est tout. En nous habillant en conséquence et en changeant d'attitude, nous pourrons passer une bonne journée de pluie. Mais si notre croyance négative est bien ancrée, nous accueillerons toujours la pluie à contre-cœur au lieu de nous laisser aller au cours des événements. Il n'y a pas de beau ou de mauvais temps. Il n'y a que le temps et nos réactions individuelles. Si nous désirons vivre dans la joie, il nous faut des pensées joyeuses. Si nous voulons vivre dans l'amour, il nous faut des pensées d'amour. Il en va de même pour la prospérité. Tout ce que nous émettons mentalement ou verbalement nous reviendra de la même manière. Chaque instant est un nouveau commencement. Je le répète, le pouvoir réside toujours en l'instant présent. Vous n'êtes jamais coincé. C'est ici que les changements s'effectuent, ici et maintenant, dans notre propre esprit. Peu importe depuis combien de temps durent nos pensées négatives, notre mauvaise santé, nos mauvaises relations, notre mauvaise situation financière ou notre manque d'amour pour nous-mêmes. Nous pouvons amorcer un changement aujourd'hui. Il n'est plus nécessaire que vos problèmes demeurent votre réalité. Ils peuvent disparaître comme ils sont apparus. Vous en avez le pouvoir. Souvenez-vous, vous êtes le seul maître de vos pensées et de votre esprit. Vous possédez le pouvoir et l'autorité dans votre monde. Vos pensées et croyances passées ont créé cet instant et tous ceux qui l'ont précédé. Ce que vous choisissez maintenant de croire, de penser et de dire créera l'instant suivant, le jour, le mois prochain et tout votre avenir. Oui, vous, je peux vous donner les meilleurs conseils.
fruit de mes années d'expérience. Mais vous pouvez aussi vous accrocher à vos anciennes croyances et ainsi refuser de changer et garder tous vos problèmes. Vous possédez le pouvoir de votre propre monde. Vous obtiendrez tout ce que vous choisissez de penser. C'est maintenant que se déclenche le nouveau processus. Chaque instant est un nouveau commencement. C'est ici et maintenant que se produit le nouveau commencement. Cet instant est celui du pouvoir. Est-ce vrai? À quoi pensez-vous en cet instant? S'il est vrai que vos pensées façonnent votre vie, désireriez-vous que cette pensée devienne réalité pour vous? S'il s'agit d'un sentiment de crainte, d'un souci, d'un désir de vengeance, comment croyez-vous que cette pensée se répercutera en vous? Il n'est pas toujours facile de prendre conscience de nos pensées, car elles sont très mobiles. Nous pouvons au moins, dès maintenant, prendre l'habitude de faire attention à ce que nous disons. Si vous vous surprenez à exprimer des pensées négatives, arrêtez-vous immédiatement. Soit vous reformulez la phrase, soit vous y renoncez en disant éventuellement « va-t'en ». Imaginez que vous faites la queue dans une cafétéria ou devant le buffet d'un grand hôtel, où les plats, au lieu de contenir de la nourriture, contiendraient des pensées. Vous pouvez choisir celles qui vous plaisent. Ce sont elles qui créeront vos expériences futures. Il serait stupide de choisir des pensées qui engendreront de la douleur ou des problèmes. C'est comme choisir de la nourriture que nous ne supportons pas. Après 1 ou 2 essais malheureux, nous nous en abstenons. Il en va de même avec les pensées. Cessons d'utiliser les pensées qui causent problèmes et douleurs. Un de mes premiers maîtres, le docteur Raymond Charles Parker, aimait à répéter « Devant un problème, il n'y a rien à faire, il y a à savoir ». Notre esprit crée notre avenir. Lorsque nous nous trouvons dans le présent, face à une contrariété, nous devons faire appel à notre esprit afin de changer la situation, ce qui nous est possible dès maintenant. Comme j'aimerais que le principal sujet d'enseignement dans les écoles soit « Comment fonctionne votre pensée ?» Je n'ai jamais compris pourquoi l'on obligeait les enfants à mémoriser des dates de bataille. Quelle perte d'énergie mentale! Il serait plus judicieux de leur enseigner comment fonctionne la pensée, comment gérer l'argent, comment s'assurer la sécurité financière, comment remplir son rôle de parent, comment créer de bonnes relations et comment parvenir à s'estimer et à s'aimer. Vous imaginez-vous ce que serait une génération d'adultes à qui l'on aurait enseigné ces sujets en plus des matières traditionnelles? Songez comment ces vérités se manifesteraient. Ce seraient des personnes heureuses, bien dans leur peau, matériellement aisées et qui enrichiraient l'économie par des investissements avisés. Elles auraient de bonnes relations, seraient de bons parents et pourraient ainsi donner naissance à une nouvelle génération heureuse où chacun aurait toutefois son individualité et sa créativité. Il n'y a pas de temps à perdre. Poursuivons notre travail. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je choisis de renoncer à mes pensées négatives. Je choisis maintenant de me voir comme l'univers me voit, complet et parfait. La vérité de ma personne est que mon être a été créé complet et parfait. Je suis maintenant complet et parfait. Je le serai toujours. Je décide de vivre à la lumière de cette compréhension. Je me trouve au bon endroit, au bon moment, et mon action est juste. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 5. Que faisons-nous maintenant? Je suis conscient de mes schémas et je choisis d'en changer. La décision de changer. Arrivées à ce stade, beaucoup de personnes choisissent de se masquer la face devant ce qu'elles considèrent comme le gâchis de leur vie et d'abandonner la partie.
D'autres se fâchent contre elles-mêmes ou contre la vie et abandonnent aussi. Abandonner revient à décider, c'est sans espoir, et il est impossible de changer. Alors, à quoi bon essayer? Cette attitude mène à: reste comme tu es, au moins tu sais supporter ta douleur. Tu ne l'aimes pas, mais tu y es habitué et tu espères qu'elle n'empirera pas. Quant à la colère, elle équivaut à s'asseoir dans un coin avec un bonnet d'âne sur la tête. Une contrariété vous arrive, vous vous mettez en colère. Une autre contrariété vous arrive, vous vous mettez une fois de plus en colère, et ainsi de suite. Vous ne dépassez jamais le stade de la colère. Quel bien peut-on en tirer? Il est ridicule de perdre son temps à se mettre uniquement en colère. Une telle attitude est aussi un refus de voir la vie sous un angle différent et nouveau. Il vous serait beaucoup plus utile de vous demander pourquoi vous créez toutes ces situations qui débouchent sur la colère. Quelles sont les causes de vos frustrations? Qu'émettez-vous qui crée chez les autres le besoin de vous contrarier? Pourquoi croyez-vous nécessaire de vous mettre en colère pour arriver à vos fins? Tout ce qui sort de vous vous reviendra. Plus vous émettez de colère, plus vous créez des situations qui l'engendreront. Ce paragraphe éveille-t-il votre colère? Si oui, c'est qu'il a atteint son but et qu'il existe là quelque chose que vous pourriez désirer changer. Décidez de vouloir changer. Vous n'avez qu'à effleurer l'idée d'un désir de changement pour mesurer votre degré d'entêtement. Nous désirons tous améliorer notre vie, rendre notre existence meilleure et plus facile, mais nous refusons de changer. Nous préférerions qu'il change, mais nous devons d'abord changer intérieurement, c'est-à-dire changer notre manière de penser et de nous exprimer, sans quoi aucun changement extérieur n'est possible. Voici donc notre prochaine étape. Nous connaissons maintenant assez bien nos problèmes et leur origine. Par conséquent, l'heure est arrivée de décider de changer. Personnellement, j'ai toujours été assez têtue. Aujourd'hui encore, quand je décide d'opérer un changement dans ma vie, cette obstination refait surface et je rencontre une forte résistance au changement de ma pensée. Je peux éprouver temporairement de l'indignation, de la colère et me replier sur moi-même. Oui, cela m'arrive toujours, malgré des années de travail. C'est une de mes leçons. Mais en l'occurrence, je sais que je me trouve face à une phase importante de mon évolution. Chaque fois que je décide d'opérer un changement dans ma vie, de lâcher prise sur un nouveau point, je dois creuser encore plus profondément en moi. Chaque vieille couche doit être retirée pour être remplacée par une nouvelle manière de penser. Cela est parfois facile, mais en d'autres cas, la difficulté semble insurmontable. Plus je m'agrippe à un ancien schéma de pensée lors d'un désir de changement, et plus je sais que ce schéma doit être effacé. Ce n'est qu'en vivant moi-même ces phénomènes que je peux partager mon expérience. La plupart des meilleurs maîtres ne sont pas issus de familles où tout allait pour le mieux. Ils ont vécu dans un environnement pénible et douloureux, et ils ont travaillé couche après couche pour atteindre l'état qui leur permet maintenant d'aider d'autres personnes à se libérer. La plupart des bons maîtres continuent leur travail en profondeur, afin de se libérer des blocages les plus enfouis, ce qui prend toute une vie. Maintenant, je ne suis plus contrariée lorsque je me débarrasse d'un schéma de pensée, alors que c'était le cas autrefois. Quelle différence! Et je ne me méprise plus quand je découvre un autre élément négatif de ma personne. Le ménage. Le travail mental auquel je procède maintenant pourrait se comparer au nettoyage d'une maison. Je parcours mes chambres mentales afin d'examiner les pensées et les croyances qui s'y trouvent. Je fais briller celles que j'aime et tente de les rendre encore plus utiles. J'entretiens celles qui en ont besoin. En revanche, d'autres sont vieilles et hors d'usage. Je m'en débarrasse ou les jette à la poubelle, les laissant pour toujours. Pour accomplir ce travail, il n'est pas nécessaire que je me fâche ou que je me sente coupable. Exercice. Je suis décidée à changer.
Répétez souvent cette affirmation à haute voix, la main sur votre gorge. La gorge est le centre énergétique de notre corps où s'effectue le changement. En la touchant, vous admettez vous être engagé dans un processus d'évolution. Soyez prêt à permettre au changement de s'opérer quand il se présente. Soyez conscient que ce que vous ne voulez pas changer est ce qui en a le plus besoin. Je suis décidé à changer. L'intelligence universelle répond toujours à vos paroles et pensées. Les changements commenceront, à n'en pas douter, dès que vous ferez vôtre cette affirmation. Différentes façons de changer. Travailler selon mes idées n'est pas la seule manière de changer. Il existe beaucoup de méthodes efficaces. Passons-en quelques-unes en revue. Il y a l'approche spirituelle, l'approche mentale et l'approche physique. La guérison holistique comprend le corps, le mental et l'esprit. Vous pouvez commencer par le domaine de votre choix, pour autant que vous finissiez par les inclure tous. Certaines personnes optent pour le mental et commencent une analyse, par exemple. D'autres choisissent l'esprit par le recours à la méditation ou à la prière. Quand vous commencez à faire le ménage chez vous, le choix de la chambre n'importe pas. Commencez par le domaine qui vous attire le plus. Les autres suivront pratiquement d'eux-mêmes. Ceux qui commencent par le niveau spirituel sans prêter aucune attention à leur alimentation dévient souvent sur le domaine de la nutrition. Ils rencontrent un ami, trouvent un livre ou suivent un cours qui leur explique à quel point leur nourriture influe sur leur état. Une chose mène à l'autre, pourvu qu'il y ait le désir d'évoluer et de changer. Je ne donne que peu de conseils nutritionnels, car j'ai découvert que chaque régime n'était adapté qu'à un certain nombre de personnes. Quand je remarque qu'un client a besoin d'informations dans ce domaine, je l'envoie chez un autre praticien de mon réseau holistique. En cette matière, vous devez trouver votre propre voie ou recourir au conseil d'un spécialiste qui peut vous tester. Beaucoup de livres de diététique ont été écrits par des malades qui ont mis au point une méthode pour leur guérison. Puis, ils ont diffusé cette méthode par leurs livres. Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes tous différents. Par exemple, macrobiotique et crudivorisme sont deux approches totalement différentes. Les adeptes du deuxième type d'alimentation ne cuisent jamais rien, ne mangent que rarement du pain ou des céréales et veillent à ne pas mélanger fruits et légumes lors d'un même repas. En outre, ils n'utilisent jamais de sel. Les adeptes de la macrobiotique, quant à eux, cuisent pratiquement toute leur nourriture, combinent leurs aliments selon d'autres règles et font un large usage du sel. Ces deux systèmes donnent des résultats, ont permis des guérisons, mais aucun ne convient à tout le monde. Mon approche nutritionnelle est simple. Je mange ce qui pousse et refuse ce qui ne pousse pas. Soyez conscient de votre alimentation comme de vos pensées. Nous pouvons aussi apprendre à écouter notre corps et ses réactions à nos différents types d'alimentation. Le nettoyage de notre mental après des années de laisser aller avec des pensées négatives peut se comparer à un bon régime adopté après toute une vie d'erreurs alimentaires. Les deux sont susceptibles de provoquer des crises. Tous deux sont des moyens de guérison efficaces. Lorsque vous modifiez votre régime alimentaire, votre corps commence à éliminer des toxines et vous risquez de vous sentir mal pendant 1 ou 2 jours. Il en va de même lorsque vous décidez de changer vos schémas mentaux. Les choses peuvent vous paraître aller plus mal pendant un certain temps. Représentez-vous la fin d'un bon repas. C'est le moment de la vaisselle. Le fond de la poêle est recouvert d'une couche difficilement détachable. Vous la mettez donc à tremper. Puis vous commencez à la gratter. Quelle saleté! L'ustensile semble en pire état qu'auparavant. Mais si vous continuez le nettoyage, il sera bientôt aussi propre que quand vous l'avez acheté. Le nettoyage d'un vieux schéma mental est identique. Lorsque nous le recouvrons de nouvelles idées, le noir remonte à la surface. Tenez bon avec les nouvelles affirmations et vous serez bientôt totalement délivré de l'ancienne limitation.
Exercice, le désir de changer. Donc, nous avons décidé de changer. Nous utiliserons toutes les méthodes le permettant. En voici une dont je me sers pour moi-même ou avec d'autres. Commencez par vous regarder dans un miroir et dites-vous « Je suis décidé à changer ». Observez vos réactions. Si vous vous sentez hésitant, réticent ou même opposé au changement, demandez-vous pourquoi. À quelle vieille croyance vous raccrochez-vous? Ne vous en voulez pas. Contentez-vous de la chercher. Je mettrai ma main au feu que cette croyance vous a causé bien des problèmes. Savez-vous d'où elle vient? Que nous connaissions son origine ou non, faisons maintenant en sorte de l'éliminer. Retournez vers le miroir et regardez-vous dans les yeux, profondément. Touchez-vous la gorge et répétez 10 fois à haute voix « Je veux faire tomber toute résistance ». Le travail devant un miroir se révèle hautement efficace. Enfant, nous avons reçu la plupart de nos informations négatives des autres, quand ils plongeaient leur regard dans le nôtre en pointant un doigt vers nous. Aujourd'hui, lorsque nous nous regardons dans un miroir, nous avons souvent tendance à exprimer une pensée négative. Soit nous critiquons notre aspect, soit nous nous adressons un reproche. Mais je pense que vous obtiendrez des résultats très rapides si vous vous regardez dans les yeux en même temps que vous vous faites une déclaration positive. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Maintenant, je choisis calmement et objectivement de percevoir mes anciens schémas et je suis décidé à faire des changements. Je suis ouvert à tout enseignement. Je peux apprendre. Je suis décidé à changer. Je décide de le faire dans la joie. La découverte d'une pensée négative équivaudra pour moi à celle d'un trésor. Je me sens et me vois changer d'instant en instant. Les pensées n'ont plus de pouvoir sur moi. Je suis le pouvoir dans mon monde. Je choisis d'être libre. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Chapitre 6. La résistance au changement. J'appartiens au rythme et au flux d'une vie en perpétuel changement. La conscience est le premier pas vers la guérison ou le changement. Quand une structure mentale se trouve profondément enfouie en nous, nous devons en prendre conscience afin d'améliorer notre état. Ou nous en parlons, nous nous en plaignons, ou nous la remarquons chez d'autres. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, elle se dévoilera et nous commencerons à la prendre en compte. Souvent, nous amenons à nous un maître, un ami, un stage ou un livre qui nous permettront de faire les démarches nécessaires à la solution du problème. Mon propre éveil a commencé au hasard de la remarque d'un ami qui avait entendu parler d'une conférence. Lui-même n'y alla pas, mais il y eut un déclic en moi, et c'est pourquoi je m'y suis rendu. Ce fut la première étape du chemin de ma guérison, bien que je ne m'en sois rendu compte que par la suite. À ce stade, nous pensons souvent que ce qui nous est proposé n'a pas de sens. Cela peut nous paraître trop facile ou inacceptable, et nous refusons. Nous nous mettons en colère, notre résistance se manifeste dans toute sa splendeur. Une telle réaction est positive si nous comprenons qu'il s'agit de la première étape de notre processus de guérison. J'explique à mes clients que toute réaction, quelle qu'elle soit, indique qu'ils sont déjà engagés dans un processus de guérison, même si les résultats ne se voient pas encore. En fait, il s'enclenche dès l'instant où nous abordons l'idée d'un changement. L'impatience n'est qu'une autre forme de résistance, une résistance à l'apprentissage et au changement. Si nous exigeons des résultats immédiats,
Cela signifie que nous ne nous accordons pas le temps nécessaire à l'assimilation de la leçon liée à notre problème. Si vous désirez vous rendre dans une autre chambre, vous devez vous lever et vous déplacer pas à pas. Vous ne pourriez le faire en restant simplement assis dans votre fauteuil. Ainsi en est-il de votre évolution. Nous désirons tous résoudre notre problème, mais nous refusons les petits éléments qui s'additionnent jusqu'à sa solution. Il est temps maintenant de reconnaître notre responsabilité quant à l'origine de notre problème. Je ne dis pas qu'il faille vous sentir coupable ou que vous deviez vous mépriser pour en être arrivé là où vous vous trouvez actuellement. Au contraire, je dis que vous devez reconnaître le pouvoir qui est le vôtre et qui transforme chacune de vos pensées en expérience. Dans le passé, nous avons utilisé, à notre insu, ce pouvoir pour créer des expériences indésirables. Nous n'étions pas conscients de ce que nous faisions. Aujourd'hui, en reconnaissant notre responsabilité, nous devenons conscients et pouvons apprendre à utiliser ce pouvoir de manière positive. Il arrive souvent lorsque je suggère une solution à un client, une nouvelle approche ou un nouveau comportement vis-à-vis des autres, que je le vois serrer les mâchoires ou les bras sur sa poitrine. Certains vont jusqu'à fermer les poings. Leur résistance se manifeste et je sais ainsi que j'ai atteint une cible. Nous avons tous des leçons à apprendre. Les expériences qui nous paraissent si difficiles ne sont que les leçons que nous avons choisies pour notre évolution. Si ces expériences nous semblent faciles, cela signifie qu'elles ne sont pas des leçons pour nous, que nous les connaissons déjà. Les leçons peuvent s'apprendre par la prise de conscience. Si vous pensez à la chose qui vous paraît la plus difficile et à toute la résistance que vous lui opposez, vous avez mis le doigt sur la leçon la plus importante du moment. En cessant de résister et en vous permettant d'apprendre ce dont vous avez besoin, vous faciliterez grandement l'étape suivante. Ne vous laissez pas vaincre par votre résistance. Nous pouvons travailler sur 2 niveaux. Premièrement, en observant la résistance. Deuxièmement, sans pour autant renoncer à faire les changements. Observez votre comportement et votre résistance et continuez quoi qu'il arrive. Les indices non-verbaux. Nos actions témoignent souvent de notre résistance. Par exemple, nous changeons de sujet de conversation. Nous quittons la pièce. Nous allons aux toilettes. Nous arrivons en retard. Nous tombons malades. Nous repoussons le problème en faisant autre chose, en nous réfugiant dans notre travail, en perdant notre temps, en détournant notre regard ou en regardant par la fenêtre, en feuilletant un journal, en refusant d'accorder notre attention, en mangeant, buvant ou fumant, en entamant ou en rompant une relation, en créant des pannes de voitures, d'appareils, etc. Les suppositions. Nous faisons souvent des suppositions à propos des autres pour justifier notre résistance. En voici quelques exemples. De toute façon, cela n'arrangerait rien. Mon mari ou ma femme ne comprendra pas. Je serais obligée de changer complètement de personnalité. Seuls les fous vont chez les psychothérapeutes. Ils ne pourraient pas m'aider à résoudre mon problème. Ils ne sauraient comment réagir face à ma colère. Mon cas est différent des autres. Je ne veux pas les déranger. Cela s'arrangera tout seul. Personne d'autre ne le fait. Les croyances. Nous grandissons avec des croyances qui deviennent notre résistance au changement. Certaines de ces idées qui nous limitent sont: cela ne se fait pas. Ce n'est pas bien. C'est une chose que je ne peux pas faire. Cela ne serait pas spirituel. Les gens spirituels ne se fâchent pas. Ma famille n'a jamais agi ainsi. L'amour n'est pas pour moi. C'est stupide.
C'est trop loin. Cela représente trop de travail. C'est trop cher. Cela prendra trop de temps. Je n'y crois pas. Ce n'est pas mon genre. Les autres. Nous abandonnons notre pouvoir aux autres et cela nous sert ensuite pour excuser notre résistance au changement. Nous avons des idées telles que « Dieu n'aime pas cela ». J'attends que le destin soit favorable. L'endroit est mal choisi. Ils ne me laisseront pas changer. Je n'ai pas le bon livre. Je n'ai pas le bon maître. Je n'ai pas le bon outil. Mon médecin n'est pas d'accord. Je n'ai pas assez de temps libre. Je ne veux pas tomber sous leur emprise. Tout est leur faute. C'est d'abord à eux de changer. Je le ferai dès que j'aurai... Vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent pas. Je ne veux pas les blesser. Cela va à l'encontre de mes croyances. Cela va à l'encontre de mon éducation. Cela va à l'encontre de ma philosophie. Nos idées sur nous-mêmes. Nous avons sur nous-mêmes des idées dont nous nous servons pour nous limiter ou pour résister au changement. Nous sommes trop vieux, trop jeunes, trop gros, trop maigres, trop petits, trop grands, trop paresseux, trop faibles, trop bêtes, trop forts, trop intelligents, trop pauvres, trop indignes, trop frivoles, trop sérieux, trop bloqués. Peut-être que c'est simplement trop pour nous. Les tactiques d'ajournement. Nous manifestons souvent notre résistance en ajournant ce que nous avons décidé. Nous recourons à des excuses telles que « je le ferai plus tard »,« juste maintenant, je n'ai pas les idées en place »,« je n'ai pas le temps maintenant »,« cela me prendrait trop de temps sur mon travail »,« j'ai déjà trop de choses à faire »,« j'y réfléchirai demain »,« dès que j'aurai terminé »,« dès que je serai rentrée de voyage ». Le moment est mal choisi. C'est trop tôt ou trop tard. Le refus. Une autre forme de résistance consiste à nier le besoin d'un changement. Par exemple, tout va bien pour moi. Je ne peux rien faire par rapport à ce problème. Cela a bien marché la dernière fois. À quoi cela servirait-il de changer? Le problème disparaîtra peut-être tout seul. La peur. La résistance se manifeste de loin le plus souvent par la peur de l'inconnu. Voyez un peu. Je n'y suis pas encore prêt. Je risque d'échouer. On risque de me rejeter. Que penseront les voisins? Je n'ai pas envie de remuer ce linge sale. J'ai peur de l'avouer à mon mari. J'ai peur de l'avouer à ma femme. Je n'en sais pas assez. Je risque d'en souffrir. Cela m'amènerait probablement à changer. Cela risque de me coûter de l'argent. Oh, je préférerais mourir ou divorcer. Je ne veux pas montrer que j'ai un problème. J'ai peur d'exprimer mes sentiments. Je ne désire pas en parler. Je n'ai pas assez d'énergie. Qui sait comment cela risque de se terminer? Je risque de perdre ma liberté. C'est trop difficile. Je n'en ai pas les moyens actuellement. Je risque de me faire mal. Je ne serai pas parfait. Je risque de perdre mes amis. Je n'ai confiance en personne. Cela pourrait nuire à mon image. Je n'en ai pas les capacités. Et cette liste pourrait s'allonger indéfiniment. Reflète-t-elle certains aspects de votre résistance? Remarquez comment s'exprime la résistance dans les exemples qui suivent.
Une femme a fait appel à moi car elle souffrait de douleurs multiples. Elle s'était fracturé la colonne vertébrale, le cou et le genou dans 3 accidents de voiture différents. Pour venir, elle partit en retard, se perdit, puis resta bloquée dans les embouteillages. Elle n'eut pas de difficulté à me confier ses problèmes, mais dès que je l'interrompis et lui dis « Laissez-moi parler maintenant », elle fut prise d'une grande agitation. Ses lentilles de contact la gênaient soudain, elle voulut changer de siège, elle dut aller aux toilettes, enfin elle dut retirer ses lentilles. Il me fut impossible de récupérer son attention pour le reste de la séance. Tout cela n'était que de la résistance. Elle n'était pas prête à lâcher prise pour guérir. J'appris que sa sœur et sa mère avaient toutes deux été victimes d'une fracture de la colonne. Un autre client était acteur et mime. Il se vantait de son aisance à duper les autres, et notamment les institutions. Il savait se sortir de toutes les situations, mais en fait, il ne se sortait de rien. Il était toujours à court d'argent, payait ses factures avec retard, et on lui avait coupé le téléphone plusieurs fois. Il était mal habillé, ne travaillait pas régulièrement, il souffrait de nombreuses douleurs, et sa vie amoureuse était lamentable. Il tenait pour théorie qu'il ne deviendrait honnête que le jour où la vie se montrerait bonne pour lui. Il était évident qu'avec tout ce qu'il émettait de négatif, il ne pouvait rien recevoir de positif. Il lui fallait d'abord devenir honnête. Sa résistance se manifestait par le fait qu'il n'était pas prêt à se débarrasser de ses vieilles habitudes. Laissez vos amis tranquilles. Trop souvent, au lieu de travailler à notre propre changement, nous décidons que nos amis doivent changer. C'est une autre forme de résistance. Au début de l'exercice de ma profession, j'ai connu une cliente qui m'envoyait auprès de tous ses amis à l'hôpital. Au lieu de leur apporter des fleurs, elle leur offrait des services pour résoudre leurs problèmes. J'arrivais donc auprès d'un malade, mon enregistreur à la main, et la personne en question ignorait qui j'étais et le but de ma visite. Je n'avais pas encore appris à ne jamais travailler à moins qu'on ne me le demande personnellement. Parfois, des personnes viennent me trouver car un ami leur a offert une séance. Il est rare que les résultats soient bons et que ces personnes reviennent me voir. Nous avons souvent envie de partager ce qui nous est bénéfique, mais nos amis ne sont pas forcément prêts à changer en même temps que nous. Cela est déjà assez difficile pour nous-mêmes. Vouloir imposer le changement aux autres sans leur accord s'avère totalement impossible et risque de briser une amitié. Si je bouscule mes clients, c'est parce qu'ils ont décidé de recourir à mes services. Je laisse mes amis tranquilles. Le travail du miroir. Les miroirs nous renvoient nos sentiments par rapport à nous-mêmes. Ils nous montrent clairement ce que nous devons changer si nous désirons mener une vie heureuse. Je demande aux gens de se regarder dans les yeux et de se dire quelque chose de positif chaque fois qu'ils passent devant un miroir. La manière la plus efficace d'enregistrer des affirmations positives consiste à se regarder dans un miroir et à les dire à haute voix. Ainsi, on se rend compte immédiatement de sa résistance, ce qui permet de la surmonter plus rapidement. Je vous conseille même de garder un miroir auprès de vous pendant que vous écoutez ce livre audio. Utilisez-le pour vos affirmations afin de détecter vos résistances. Il reflètera également votre évolution et votre épanouissement. Maintenant, regardez-vous dans un miroir et dites-vous « Je suis décidé à changer ». Comment vous sentez-vous? Si vous êtes réticent, hésitant ou simplement opposé au changement, demandez-vous pourquoi. À quelle ancienne croyance vous raccrochez-vous? Surtout, ne vous réprimandez pas. Faites seulement attention à ce qui se passe en vous et à la pensée qui se manifeste, car il s'agit de celle qui vous cause tant de problèmes. Pouvez-vous retrouver son origine? Si nous exprimons nos affirmations et qu'elles semblent déplacées, ou que rien ne se passe, nous risquons de nous dire « cela ne marche pas ». En fait, cela signifie que nous avons une autre étape à franchir auparavant. Les schémas qui se répètent nous indiquent nos besoins.
À chacune de nos habitudes, à chaque expérience que nous vivons et revivons, à chaque structure que nous répétons, correspond un besoin en nous. Ce besoin est lié à une croyance. Si ce besoin n'était pas là, nous n'aurions pas, nous ne ferions pas, nous ne serions pas ce qu'il provoque. Quelque chose en nous crée l'obésité, les relations frustrantes, les échecs, les cigarettes, la colère, la pauvreté ou toute autre chose qui nous pose problème. Combien de fois nous sommes-nous répétés « Je ne referai plus cela ». Mais la journée n'est pas terminée que nous avons repris un morceau de gâteau, une cigarette, dit une parole blessante à quelqu'un que nous aimons, etc., etc. Puis nous classons le problème en nous disant « Oh, tu n'as pas de volonté ni de discipline, tu n'es qu'un faible », ce qui ne fait qu'augmenter notre sentiment de culpabilité. La volonté et la discipline n'entrent pas en ligne de compte. Tout ce dont nous essayons de nous libérer ne représente en fait qu'un symptôme, un effet externe. Essayer d'éliminer ce symptôme sans nous attaquer à la cause est inutile, car dès que nous relâcherons notre volonté ou notre discipline, le symptôme réapparaîtra. Décider de se libérer du besoin. Je dis à mes clients, il doit y avoir en vous un besoin qui crée ce malaise, sans quoi celui-ci n'existerait pas. Faites une petite marche arrière pour décider de vous libérer du besoin. Une fois le besoin éliminé, vous n'aurez plus envie de cigarettes, de trop manger ou d'un schéma négatif. Une des premières affirmations à utiliser est « Je veux me libérer de mon besoin de résistance ou de mal de tête, de constipation, d'embonpoint, de manque d'argent, etc. » Dites « Je veux me libérer du besoin de ». Si, à ce stade, vous résistez déjà, vos autres affirmations demeureront sans effet. Il n'est pas nécessaire de défaire la toile qui nous entoure. Vous savez bien que si vous tirez les fils d'une pelote emmêlée, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Vous devez défaire les nœuds les uns après les autres, patiemment et calmement. Soyez donc calme et patient à votre égard lorsque vous démêlez vos schémas mentaux. Cherchez de l'aide si vous en ressentez le besoin, mais avant tout, aimez-vous vous-même au cours de ce travail. Tout le secret réside dans le désir de se libérer du passé. Par besoin du problème, j'entends que, selon nos schémas mentaux, nous avons besoin de vivre certaines expériences ou effets externes. Tout effet externe est l'expression naturelle d'un schéma de pensée interne. Lutter uniquement contre cet effet ou symptôme équivaut à une perte de temps et d'énergie. Cela risque même d'aggraver le problème. L'idée « je n'en vaux pas la peine » ne peut que retarder le travail. Si j'entrevois en moi la pensée ou croyance « je n'en vaux pas la peine », l'un de ces effets extérieurs sera de me pousser à différer mon travail. Le fait de remettre au lendemain n'est qu'une manière de nous empêcher d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. La plupart des gens qui le font mettent beaucoup de temps et d'énergie à se reprocher cette attitude. Ils se traiteront de paresseux et agiront de manière à confirmer leur mauvaise opinion d'eux-mêmes. La jalousie envers le bonheur des autres. Un de mes clients adorait se faire remarquer et, pour y parvenir, il arrivait souvent en retard lors des séances de groupe. Cadet d'une famille de 18 enfants, il était toujours passé le dernier. Enfant, il n'avait fait qu'attendre son tour. Quand la chance souriait à quelqu'un, au lieu de se réjouir, il se disait « Si seulement ça pouvait m'arriver à moi » ou « Pourquoi n'est-ce jamais pour moi ?» Son ressentiment face au bonheur des autres entravait sa propre évolution. L'estime de soi ouvre de nombreuses portes. Une dame âgée de 79 ans vint me voir. Elle enseignait le chant et plusieurs de ses étudiants passaient dans des publicités télévisées. Elle avait envie d'en faire aussi,
Mais elle n'osait pas. Je l'ai encouragée totalement en lui expliquant: vous êtes unique. Soyez simplement vous-même. Faites-le pour le plaisir. Il y a des gens qui cherchent précisément ce que vous pouvez offrir. Faites-vous connaître. Elle s'adressa à plusieurs réalisateurs et leur dit: je suis une vieille dame et je désire travailler dans la publicité. Elle ne tarda pas à obtenir un contrat et depuis, elle travaille régulièrement. Je la vois souvent à la télévision et dans des magazines. De nouvelles professions peuvent commencer à tout âge, surtout si vous faites ce travail pour le plaisir. Se critiquer revient à frapper à la mauvaise porte. Cette attitude ne fera qu'augmenter la paresse et la tendance à différer l'action. Notre énergie mentale doit être investie de la création de nouveaux schémas de pensée pour remplacer les anciens. Dites: je veux me libérer du besoin de me sous-estimer. J'ai droit à ce que la vie offre de plus beau et je m'autorise à l'accepter. Me répéter cette affirmation pendant quelques jours permettra que mon schéma interne disparaisse automatiquement. En me dotant d'un schéma d'estime, je ne ressentirai plus le besoin de différer ce qui est bon pour moi. Voyez-vous comment ces affirmations pourraient s'appliquer à vos schémas mentaux négatifs et ainsi à leurs effets externes? Cessons de perdre notre temps et notre énergie à nous sous-estimer en raison de comportements auxquels nous ne pouvons échapper tant qu'ils seront la conséquence de nos croyances. Il faut changer ces croyances. Quelle que soit votre approche ou le problème qui vous préoccupe, vous n'êtes confronté qu'à des pensées, et celles-ci peuvent être changées. Lorsque nous désirons opérer un changement, il faut que nous l'exprimions ainsi: je suis décidé à me débarrasser du schéma intérieur qui crée ce problème. Vous pouvez vous répéter cette affirmation chaque fois que vous pensez à votre problème ou à votre maladie. Dès l'instant où vous le faites, vous cessez d'être une victime impuissante, car vous reconnaissez votre propre pouvoir. En fait, vous dites: je commence à comprendre que j'ai créé cette situation. Maintenant, je reprends possession de mon pouvoir. Je vais me délivrer de cette vieille idée. La critique de soi. L'une de mes clientes mange une livre de beurre et tout ce qui lui passe sous la main quand elle ne supporte pas d'affronter ses pensées négatives. Puis, le lendemain, elle en veut à son corps de son embonpoint. Quand elle était petite fille, elle avait pour habitude de faire le tour de la table familiale, de manger les restes des autres et de finir le beurre. Sa famille s'en amusait, ce qui pour elle devait correspondre à une approbation. Quand vous vous réprimandez, quand vous vous sous-estimez, quand vous vous démolissez, à qui en voulez-vous? Nous avons intégré presque tous nos programmes, positifs et négatifs, pendant nos 3 premières années de vie, et nos expériences ultérieures ont été la conséquence de ce que nous avons cru et accepté sur nous-mêmes et sur la vie à cette époque. La manière dont nous avons été traités tout jeunes correspond généralement à la manière dont nous nous traitons maintenant. La personne que vous réprimandez aujourd'hui est l'enfant de 3 ans en vous. Si vous vous en voulez d'être craintif et peureux, imaginez que vous êtes un enfant de 3 ans. Si vous aviez devant vous un enfant de cet âge qui aurait peur, que feriez-vous? Vous vous mettriez en colère ou vous lui tendriez les bras pour le rassurer? Les adultes qui vous entouraient pendant votre enfance ne savaient probablement pas comment vous réconforter. Maintenant, vous êtes l'adulte, et il serait triste que vous ne réconfortiez pas cet enfant qui est en vous. Le passé est le passé. Il s'agit maintenant du présent, et vous avez la possibilité de vous traiter comme vous souhaitez être traité. Un enfant craintif a besoin de réconfort, et non de réprimande. En vous réprimandant, vous ne ferez qu'augmenter votre peur, et ce sera sans solution. Le sentiment d'insécurité qui habite l'enfant qui est en vous ne peut créer que des problèmes. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez lorsque l'on vous grondait. Aujourd'hui, cet enfant en vous ressent exactement la même chose. Soyez gentil envers vous. Apprenez à vous aimer et à approuver vos actions.
C'est ce dont votre être intérieur a besoin pour exprimer tout son potentiel. L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je comprends que tous les schémas de résistance qui sont en moi doivent être abandonnés. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis le pouvoir dans mon monde. J'épouse de mon mieux le cours des changements qui surviennent dans ma vie. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Je fais de mon mieux. Chaque jour devient plus facile. Je me réjouis.